Les podcasts Switch ES. Des parcours inspirants d'entrepreneurs et entreprises qui ont fait le switch de l'économie traditionnelle à l'économie sociale. Ingénieur de gestion, finance et marketing, Jean Wouters a passé 20 ans au sein du groupe Rossel en tant que directeur des ventes, directeur de la division printing et autres. Et puis, la quête du sens, l'envie d'un nouveau défi professionnel le guette. Il devient alors directeur de Travi en 2021 et gère aujourd'hui une entreprise active dans l'industrie manufacturière composée de 400 collaborateurs, dont 335 en situation de handicap. Bonjour Jean et Bonjour bienvenue Anna. dans ce podcast Switch ES. Merci. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation pour parler de ton switch de l'économie classique vers l'économie sociale, notamment à travers Travi, et on va en parler sur plusieurs aspects. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours jusqu'à ce que tu prennes la tête de Travi ? Je l'ai dit un petit peu en introduction, tu as une large expérience dans de nombreuses entreprises, grandes entreprises. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver jusqu'à aujourd'hui ? Alors, pas si nombreuses que ça, en fait, on le verra rapidement. Donc, humanité traditionnelle, encore à l'époque, ça s'appelait Latin Math, n'est-ce pas, à Bruxelles. Et puis, des études donc, d'ingénieur de gestion, ingénieur commercial, aussi comme on l'appelait à l'époque à Solvay. Et puis, service militaire. J'étais dans les derniers, je pense, à être appelé. Et ensuite, donc, on va dire 2 périodes principales avant de rejoindre Travi. Une période d'un peu moins de 9 ans auprès du groupe L'Oréal, donc un groupe de cosmétiques mondialement connu dans les années début 90, où là j'ai eu l'occasion de travailler donc, pendant 4 ans en Belgique et puis un peu moins de 4 ans à Paris. Période passionnante, groupe extrêmement puissant et formateur, mais avec aussi des choses parfois complexes à gérer en termes de pression du boulot. Ensuite, pour différentes raisons familiales, retour en Belgique, donc on est fin des années 90, et là, 22 ans, en fait plus de 22 ans dans les médias, et spécifiquement la presse quotidienne, une petite tranche de vie professionnelle en rentrant donc de Paris auprès du groupe IPM, qui détient la Libre Belgique, la Dernière les Sports, et puis donc le groupe Rossel qui m'a proposé début des années 2000 de rejoindre le groupe, et là une période passionnante pendant donc 20 ans, quasi jour pour jour, auprès du groupe Rossel, qui vivait et qui allait vivre pendant toutes ces années ce qu'on appelle la révolution numérique, vraiment la transformation petit à petit de l'économie des médias en papier vers entre autres du numérique. Donc c'était vraiment très, très, très intéressant comme période, puisque c'était à la fois de l'opérationnel évidemment, mais aussi participer à des révolutions carrément stratégiques pour un groupe pareil, qui est devenu un grand groupe d'ailleurs européen de médias. Et puis, pour continuer donc mon arrivée évidemment chez Travi, je pense qu'on peut carrément dire que c'est un hasard de la vie. En fait, ayant eu l'occasion, lors de ma présence au sein du groupe Rossel, dans les années 2015, d'être à la recherche peut-être de sous-traitance, j'avais été visiter quelques ETA et j'avais rencontré l'équipe dirigeante de Travi. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, ETA, donc c'est entreprises de travail adapté, donc qui sont des entreprises qui proposent du travail à des personnes en situation de handicap, ce qu'on appelait avant, dans les années 70-80, des ateliers protégés. Et donc, ce sont devenus des entreprises bien structurées partout, en fait, en Belgique ou même en Europe. Et donc, j'avais été visiter différentes entreprises de ce type pour proposer de la sous-traitance pour le groupe Rossel à l'époque. Et vraiment, chaque fois que j'étais rentré dans l'une ou l'autre, entre autres à Braine-l'Alleud, le village numéro 1, ou d'autres entreprises en Brabant wallon, mais aussi j'avais rencontré l'équipe de Travi. Chaque fois, j'avais senti cette étincelle de bienveillance, de bien-être au travail, dès l'accueil, qui sont souvent postes occupés par des personnes en situation de handicap. On a ce sourire naturel, spontané qui vient, et aussi en ayant visité des ateliers, toujours une forme de respect au travail, de calme et de respect entre les gens. Et donc ça m'était resté au coin de la tête. Et puis, un hasard aussi, j'apprends vraiment en n'étant pas du tout à la recherche d'une nouvelle fonction, puisqu'après 20 ans au sein du groupe Rossel, je m'y plaisais bien, malgré tout évidemment, j'ai eu l'information que Jean-François Guise, qui était directeur général de Travi, partait à la pension. Et là, je me suis dit,
ah oula, ça c'est une petite étoile qui m'envoie un message. Je me suis retourné vers mon épouse et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on s'est dit, voilà, on s'est dit, parce que c'est quand même une décision à prendre ensemble, je vais tenter le coup. Et puis voilà, j'ai été jusqu'au bout du processus de recrutement et j'ai eu l'extrême chance donc d'être engagé comme directeur de Travie en 2021 effectivement, donc au mois d'avril 2021, donc un peu plus de 3 ans et demi. Ok, magnifique. Lorsque tu es arrivé, donc tu as quand même une belle grande expérience dans les grosses entreprises classiques, et puis tu te retrouves dans cette entreprise qui néanmoins est une grande entreprise. Absolument. Aussi, on parle de 400 collaborateurs quand même. Quel a été le transfert de compétences nécessaires pour passer d'un monde à un autre, bien qu'il y ait des différences et des similarités à la fois? Donc tu es venu vraiment avec un bagage de management. En quoi ce bagage était pertinent, le même, ou est-ce qu'il fallait l'adapter pour Travie en l'occurrence? Alors c'est évident que les réflexes de gestion d'un compte d'exploitation sont identiques, puisque une ETA, entreprise de travail adapté, est certes une ASBL, mais qui doit avoir un compte d'exploitation, qui doit rentrer ses comptes à la Banque nationale et qui doit être bien géré. Je veux dire, dans la vision, non pas de gagner spécifiquement beaucoup d'argent, évidemment, mais d'en gagner suffisamment pour être à l'équilibre et ou de pouvoir investir dans la suite, je dirais, de sa vie, puisque l'ASBL s'auto-appartient, mais il est nécessaire, comme je dis toujours, aux équipes et aux syndicats, quand même de créer un peu de valeur pour pouvoir la remettre dans l'ASBL en achetant des équipements, en faisant évoluer le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, vraiment en toute honnêteté et en apportant un peu de louange à mon prédécesseur, qui venait déjà du privé également, mais voilà, les bonnes lignes de gestion étaient déjà en cours au sein de Travie, avec à la fois tant dans la production que dans les contraintes alimentaires, puisqu'on a des certifications alimentaires, que dans l'organisation de gestion, la partie finance. J'ai trouvé honnêtement une entreprise déjà extrêmement bien gérée, avec un cadre spécifique qui sortait quand même d'une crise comme tout un chacun du Covid, et qui malgré tout avait pu passer ce stade-là. Alors certes, évidemment le gouvernement bruxellois et la COCOF sont là pour nous aider et ont aidé les ETA à passer ce cap, mais voilà, Travie était déjà bien géré. Après, on apporte aussi effectivement nos expériences qu'on a pu compléter et acquérir tout au long d'une carrière professionnelle. Et c'est vrai qu'en termes de gestion peut-être des dépenses, de négociation avec justement des fournisseurs, de négociation avec les clients, ce sont des réflexes qui sont à appliquer tant dans le TA que dans une entreprise classique. Voilà. Il s'avère aussi que le comité de direction autour de moi était déjà en connaissant bien Travie. Et donc, comme je dis toujours, voilà, si je peux venir ici cet après-midi, c'est parce que j'ai des directeurs derrière qui sont là pour gérer l'entreprise et je sais qu'elle tourne et que je ne vais pas être appelé tous les 10 minutes parce qu'il y a un souci. Donc ça, c'est aussi un confort, vraiment. Oui, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas Travie, en quoi consistent les activités de l'entreprise? Donc elles sont multiples. Donc une ETA, entreprise de travail adapté, peut soit se spécialiser. Il y en a qui sont par exemple spécialisés en jardinage ou en type de telle sous-traitance, mais beaucoup, que ce soit du côté wallon, du côté néerlandophone d'ailleurs, ou du côté bruxellois, comme Travie, sont assez multitâches. Multitâches, évidemment, de gestes qui peuvent être du plus simple pour les personnes les plus en situation de handicap, ou plus compliqués. Donc on va vraiment de l'emballage classique, constitution de présentoir, mettre des chocolats dans des boîtes par exemple, ça, qui sont des gestes simples, mais on va jusqu'à du montage de vélos électriques de A à Z. Donc vraiment on reçoit l'ensemble du vélo complètement démonté et ce sont des vélos cargo qu'on va monter. Là évidemment avec des ouvriers qui sont plus spécialisés, sans doute avec des handicaps différents et qui peuvent participer à ce type d'activité. Donc on est vraiment très très varié selon les étages. Un Travie c'est 23 000 m², un stock de 8 000 palettes, donc on est vraiment un acteur logistique important à Anderlecht et à Bruxelles, et on offre voilà, d'immenses possibilités. Ça, j'avais aussi constaté à l'époque, lors de mes visites et lors de mes connaissances de TA et de sous-traitance potentielle, c'est que les entreprises de travail adapté sont aussi extrêmement flexibles en termes d'intégration de nouveaux business. Donc, un client vient avec une tâche voilà, à laquelle on n'a pas pensé, on va pouvoir adapter aussi les chaînes de production
bien évidemment, si ça rentre dans les cordes d'activité. Et on peut répondre en 24 heures, tiens, ben voilà, ok, on met ça en place, et 48 heures après, on lance le travail. Donc, on est aussi tout à fait ouvert à intégrer parfois des petites machines ou à mettre en place des nouveaux cycles et lignes de production pour répondre à des demandes des clients. Voilà. Donc, c'est très varié. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette flexibilité ? Je pense que c'est l'histoire, sans doute, des ETA, entreprises à travail adapté, et auparavant des ateliers protégés, qui, en fait, par la constitution petit à petit de ces organismes, de ces entreprises, ont grandi petit à petit et ont dû, à un moment donné, d'abord accepter beaucoup de tâches qu'on souhaitait bien leur confier. Hein. En fait, l'origine, c'est vraiment des familles qui se sont réunies qui avaient chacune un ou des enfants en situation de handicap et qui se sont réunis pour d'abord les occuper. Hein, on parle d'un autre temps, évidemment, mais c'était vraiment ça l'origine. Comme la ferme Nopilif, par exemple, au nord de Bruxelles, comme son directeur me l'expliquait, au tout début, il y a 40 ans, c'était un petit poulailler et un petit champ avec un peu d'agriculture sur quelques mètres carrés, avec quelques personnes en situation de handicap. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Et donc cette habitude d'être inventif, très réactif et ouvert à de la manutention simple fait qu'on était obligé d'être en fait très réactif. Et donc cette manière de voir les choses, même qui est devenue une stratégie, est restée en fait au sein des ETA. Et donc oui, nos clients actuels et habituels ou potentiels savent très bien qu'en fait, je vais dans une ETA, je vais avoir un répondant immédiatement. Et c'est étonnant, hein, parce que à l'époque de L'Oréal, tout au début de ma carrière, je travaillais justement, la boucle était bouclée d'ailleurs, avec Travail et Vie, donc qui est devenu Travail bien après. Et on savait, voilà, en étant product manager chez L'Oréal, que voilà, j'allais demander l'impossible parce nous recevions toujours évidemment notre matériel en retard. Mais Travail et Vie à l'époque allait compenser les 3-4 jours qui nous manquaient parce qu'ils allaient tout à coup mettre non pas 12 ouvriers mais peut-être 24. Donc voilà, donc cette habitude de réponse et de productivité et d'extrême rapidité est toujours là, ça c'est vrai. Ouais. Super. Tu parles justement de productivité. Oui. On parle de productivité tout en tenant compte du fait que certains collaborateurs, voire même la majorité, sont en situation de handicap. Alors des situations variées. Comment est-ce qu'on constitue les équipes pour assurer ce bon fonctionnement des activités et cette productivité justement ? Alors, c'est vraiment une question importante parce que je le dis et je le répète en conseil d'entreprise, la productivité n'est pas un mot à ne pas utiliser en entreprise de travail adapté. Je le répète, on est une entreprise qui doit gérer ses équilibres. Je le répète, on est subsidié, mais on est indépendant aussi et on doit être efficace en termes de gestion. Donc, on doit être productif parce que ça fait partie, je pense, d'une bonne organisation malgré tout. Mais il est évident que la priorité est d'abord le travailleur, donc, et l'adaptation du travailleur à son poste. Donc, on constitue les équipes selon, évidemment, les capacités de chacun. Donc on a en l'occurrence chez Travi une équipe d'assistance sociale ergothérapeute sur place, donc ils sont vraiment dépendants de Travi, qui font partie intégrante de l'équipe et qui vont recevoir chacun des nouveaux profils et pour les intégrer dans telle ou telle équipe. Et après, on adapte les postes vraiment de chacun, assis. Quelqu'un qui peut être debout pendant quelques temps, quelqu'un qui peut se mouvoir, qui peut porter des charges, tout ça est analysé. Et puis après, on attribue en fait les travaux selon les capacités de chaque ligne de production. Il est évident que les gens ne changent pas de poste non plus tous les jours parce qu'il y a au fil du temps des équipes qui s'entendent bien. C'est souvent des lignes de production de 10-12 personnes avec un moniteur. Voilà, donc on essaie évidemment que ces personnes restent ensemble parce que ça devient des amis et même des mini-familles professionnelles selon les étages. Mais dans l'ordre, je dirais, c'est évidemment d'abord adapter le travail et puis être productif et pas l'inverse. Et si on sent qu'il y a des dérives, effectivement, où les rythmes sont un peu trop élevés, d'une part, on va voir très vite que les équipes ne se sentent plus bien et puis on doit régler le rythme. Ou alors, voilà, on change de manière de travailler. Donc c'est continuellement une attention là-dessus, évidemment, c'est notre métier, avant toute chose. Tu mentionnais tout à l'heure que dans ton job précédent, il y a quand même plusieurs années maintenant chez L'Oréal, vous aviez fait appel à Travi qui s'appelait Travail et Vie à l'époque. Aujourd'hui,
quelles seraient les raisons pour lesquelles une entreprise ferait appel à Travi, par exemple, ou toute autre entreprise de travail adapté? Tu parlais notamment de la flexibilité. Quels sont les autres avantages de travailler avec une telle entreprise? Mais je pense que c'est tout d'abord par l'essence même du travail qui peut être demandé, c'est-à-dire ça peut aller de tout à coup, on a déjà eu le cas, 500 petits cadeaux de Saint-Nicolas préparés pour le personnel de L'Oréal qui se trouverait là ou toute autre marque. Voilà, plutôt que il y a de moins en moins ce type de main-là dans des entreprises classiques et donc ils peuvent sous-traiter ça et ça peut aller d'une toute petite série à une plus grande série. Donc voilà, l'essence même de ce type d'activité est souvent sous-traitée. Donc là, vraiment, on peut intégrer ça et c'est fait en un jour et demi et le lendemain, c'est de retour à l'entreprise. 2, c'est Travi, mais comme d'autres ETA, en termes d'organisation, je dirais de certification. Plusieurs ont des certifications alimentaires. Ce sont des choses que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Et donc, elles peuvent s'appuyer sur notre connaissance là-dessus, puisque des certifications alimentaires, c'est quand même beaucoup de choses à contrôler tous les jours, de l'équipement et des possibilités d'avoir des contrôles, entre autres de l'AFSCA, de manière inopinée. Donc ça, on sait faire, comme on dit, et on a l'habitude. Et puis après, il y a, je pense, une question de rapport rapidité, flexibilité, qualité-prix qui est là. On a des tarifs qui sont normaux, puisque le but non plus d'une ETA n'est pas de casser les prix du marché, puisque déjà, et la Belgique et l'Europe n'accepteraient pas. Donc les subsides qu'on reçoit sont juste là pour compenser les personnes en situation de handicap et sans doute une rapidité ou plutôt une lenteur qui fait partie inhérente parfois de nos productions. Et puis évidemment, comme on dit en mauvais anglais, last but not least, et plutôt à l'inverse aussi, c'est parce que des entreprises décident aussi de sous-traiter du travail à des personnes en situation de handicap. Et c'est une démarche volontariste qu'on a de plusieurs de nos clients qui n'en font pas toujours la publicité d'ailleurs, parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais ils sont contents de nous apporter du chiffre d'affaires aussi, évidemment. On parlait tout à l'heure de la constitution des équipes en fonction des capacités de chacun. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être décelé tout de suite, assez rapidement, avec l'aide des assistantes sociales? La raison pour laquelle je pose la question, c'est quels sont les éventuels challenges ou les défis que l'on peut rencontrer, particulièrement dans une entreprise de travail adapté qu'on ne rencontrerait peut-être pas en économie classique? Alors, ils sont multiples. Il faut savoir donc qu'à l'engagement d'une personne en situation de handicap qui nous est proposé par donc le service phare, donc le service phare qui dépend de la COCOF, qui est notre organe subsidiant donc de la région. Nous accueillons donc un candidat potentiel. Nous ne pouvons, et ni même l'équipe d'assistance sociale qui pourtant ont je dirais, un devoir professionnel de secret professionnel, nous n'avons pas accès au dossier médical, ce qui est normal. Je veux dire, un dossier médical reste un dossier privé, strictement. Donc, on doit nous comprendre en accueillant la personne et souvent en discutant avec la famille, voilà, de quel handicap cette personne est atteinte et ça peut être parfois multiple d'ailleurs comme handicap. Donc là évidemment on va vite discuter avec soit la maison d'accueil, soit l'organisme dans lequel cette personne peut être accueillie dans sa vie privée ou la famille parce que beaucoup habitent encore soit même de manière indépendante, soit à la famille. Donc là c'est important de vite déterminer le profil. Et puis après, effectivement, on va proposer à cette personne d'aller dans tel type d'environnement. Si on voit que tout se passe bien, on a l'ergothérapeute qu'elle a aussi, rôle très important au niveau de l'aspect aussi accueil physique de la personne et de ses capacités physiques sur du long terme aussi de production. Donc voilà, tout ça on analyse bien. Après, le vrai challenge, et ça c'était une nouveauté pour moi, que j'ai pu découvrir en rejoignant Travi, et j'en parlais pas plus tard que ce matin d'ailleurs en commission paritaire avec les syndicats, c'est la complexité d'adapter souvent et régulièrement les lois du travail à notre personnel. Pourquoi ? Parce que inévitablement on a, et c'est logique, suite à certains types de handicap, plutôt handicap style schizophrénie ou
ce type de choses à gérer. On a parfois des comportements qui peuvent être de crise ou des comportements parfois avec de la violence expressive, pas envers des collègues, mais sur du matériel. Parfois du vol aussi, mais du vol qui n'est pas compris. Et donc, comment je dois appliquer les lois du travail? On sait très bien, une entreprise classique, il y a un vol qui est constaté, c'est souvent vite terminé, éventuellement par une faute grave. Ici, il n'en est pas question. Mais en même temps, jusqu'où est la limite pour comprendre, évidemment quand même sanctionner ou faire comprendre qu'il y a une sanction et puis espérer que ça va bien se passer. Et puis protéger l'entreprise elle-même et protéger les autres travailleurs. Et ça, cette frontière-là, c'est vraiment d'une finesse que j'ai dû acquérir aussi avec l'ensemble des équipes. Heureusement, je le répète, on a des gens qui sont dans l'encadrement depuis longtemps, mais comme nouveau responsable d'une entité pareille, on pourrait faire des erreurs au départ en disant « Ah ben cette personne a volé sur une chaîne de production, c'est la porte ». Mais non, parce qu'en fait, le geste de prise de tel ou tel objet ou matériel n'est pas du tout compris par la personne. Et donc, on doit en même temps essayer que ça ne se reproduise pas, parce que vis-à-vis du client, ça ne se fait pas, mais en même temps, avoir cette compréhension. Et ça, voilà, c'est sur le tas, comme on dit qu'on se forme et qu'on comprend comment agir. En espérant qu'on ne se trompe pas, autant voilà, certaines choses ne sont pas trop embêtantes. Quand on rentre dans des comportements de violence, voilà, inévitable pour, à un moment donné, quelqu'un ne se sent pas bien et puis il va s'exprimer par la violence. Là, évidemment, la limite, ce sont les collègues et c'est préserver l'intégrité physique de son collègue à côté. Là, on doit faire quand même très attention. Oui, donc ça, ce sont vraiment des défis spécifiques. Oui. Maintenant, il y a d'autres défis qui sont de l'ordre d'une entreprise quelconque, comme on peut en trouver partout. Quelle est à l'inverse la plus grande fierté ou la satisfaction de travailler pour toi, en tout cas, d'avoir tenu ce rôle jusqu'à présent, qui est une satisfaction, une fierté particulière par rapport à cette ETA? C'est vraiment l'ambiance que mon prédécesseur, je le répète, et mes prédécesseurs et moi-même avons réussi à implanter au sein de Travi. Vraiment, les gens, on peut aller les interroger, et ça s'est fait d'ailleurs dans l'analyse des risques psychosociaux qui a été réalisée il y a quelques mois. C'est vraiment, on peut dire, le bonheur de venir travailler chez Travi. Alors, tout le monde n'est pas heureux tous les jours à 100%, évidemment, et ce serait évidemment anormal, je le dirais. Mais par contre, oui, on a réussi à mettre à la fois un cadre compris et strict de travail, de discipline, et j'irais de bonne gestion, mais surtout à côté aussi un esprit de famille. On fête les anniversaires, on fête des départs, on fête des arrivées. Voilà, il y a au-delà de tout un tissu de relations entre les gens qui s'est créé. Et voilà, ce sont les souris tous les jours. C'est des bons jours. Je trouve que dans ce monde quelque part du handicap, il y a un respect mutuel qui est bien plus important que sans doute ailleurs, parce que voilà, il y a très peu de jugement de quoi que ce soit, et donc quelque part c'est à la fois parfois plus complexe à gérer d'une manière, on pourrait se dire, extérieure, mais en fait c'est une gestion passionnante parce que voilà, il y a pas de concurrence entre les gens, on est là pour travailler, et même aussi dans les encadrements. Les encadrants sont là, on a quand même beaucoup, on est plus de 65 d'encadrants, moniteurs et ou membres de la direction ou de management. On est là pour une seule mission. Et pas pour se dire, mais tiens, qu'est-ce que je ferai dans 3 mois? Est-ce que je peux passer sous le poste de mon collègue et compagnie? Non. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Entre les étages aussi, c'est de l'entraide continuelle. Donc vraiment, et ça, c'est une vraie réussite. Quand on fait une fête de travail du personnel, on est 450 avec les familles qui sont là pour fêter ensemble. Donc ça, c'est l'ultime satisfaction. Et après, de tenir les rênes économiques aussi, c'est important. Et là, il y a quand même des enjeux pour le futur aussi qui sont là. C'est à la fois dans les structures de nos métiers et dans le travail qu'on nous donne. On a encore beaucoup de travail à faire de se faire connaître auprès des entreprises classiques qui n'imaginent pas une seconde de sous-traiter du travail parce qu'ils ne nous connaissent pas, tout simplement. Ils ne connaissent pas ce métier-là, et ce milieu-là, pardon. Et c'est pour ça qu'on est là, justement, pour parler de ça, pour démystifier peut-être un petit peu ce monde-là. Et justement, en parlant du futur, l'entreprise continue de se développer, de grandir, etc. Au niveau de la vision stratégique,
comme c'est une ASBL, on parle de Travi, c'est une ASBL, l'entreprise n'appartient à personne. Non. Qui est mobilisé dans la prise de décision, dans la gouvernance, dans la création, la construction de la vision stratégique? Alors là, on a un comité de direction avec classique directeur financier, directeur commercial, directeur de production, directeur des ressources humaines qui est la responsable des assistantes sociales et moi-même. Et puis alors évidemment on a un conseil d'administration qui est composé de gens bénévoles et qui ont tous des rôles assez importants dans des entreprises du secteur privé, plutôt à des hauts niveaux, qui sont là vraiment aussi pour cette mission-là, c'est d'accompagner Travi là dans ce partage de vision stratégique. On se réunit 5-6 fois par an et donc c'est ça qui est chouette de nouveau, c'est que cet état d'esprit pour lequel moi j'ai fait mon switch et pour lequel ces gens-là sont là dans le conseil d'administration, il est identique. Et s'ils passent quelques heures par an, mais qui sont très denses, et parfois à l'extérieur aussi, on se voit en dehors des conseils d'administration, c'est parce qu'ils sont très impliqués dans la vision de Travi pour du long terme et notre rôle social avant tout. Donc c'est vraiment très important. Et donc c'est le conseil d'administration qui valide les choix stratégiques. Et donc ça on est d'ailleurs voilà, en termes de gouvernance aussi, on a vraiment de leçons à recevoir de personne. On est entreprise sociale et démocratique, donc vraiment l'ensemble même des statuts et de la présence de chacun et des équilibres de chacun au sein de Travi est très défini. Et donc on est exemplaire, je pense, à ce niveau-là aussi. Donc c'est vraiment important. Après, les enjeux dépendront aussi évidemment de nos pouvoirs politiques pour le futur. Là, on a fait au niveau des ETA de Bruxelles une grande étude pour démontrer que nos métiers sont en train de changer et que de nouveaux équilibres de type de subventionnement ou d'aide devront être mis en place parce que l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui arrivent, par exemple en fin de carrière, devient de plus en plus important. La population vieillit chez nous aussi. Et on voit bien que des gens qui partent à 60, 62 ans à la pension parce qu'ils ont fait leurs 40 ou 42 ans, ils ont commencé souvent jeunes à travailler. C'est une catastrophe familiale. Et donc, je pense que notre rôle demain devra être d'être plus accompagnant en fin de carrière, avec sans doute un peu moins de travail et autre chose en termes d'occupation. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a eu le cas très concret d'un travailleur qui est parti à 62 ans. Sa famille est venue me trouver en disant, mais c'est une catastrophe. Cette personne, c'était sa famille, Travi. Il adorait venir travailler là. Et là, maintenant, il va se retrouver dans son appartement tournant en rond. Ou alors, encore bien plus compliqué, des personnes qui doivent trouver une place en maison d'accueil. Et il y a une liste d'attente longue comme le bras à Bruxelles, entre autres. Donc voilà, je crois que notre rôle, on doit redéfinir notre rôle par rapport à la place de la personne en situation de handicap dans la société. Voilà, ce sont des grandes questions. On a fait une étude qui montre que tout ce qu'on avait comme perception, tous, de cela est réel. Et j'espère que le monde politique va s'emparer de ces points dans les prochaines semaines, si toutefois on a un gouvernement assez rapidement. Ok, et toi, à ton niveau, Jean, oui. Avant de quitter dans peut-être quelques années, oui. À quoi est-ce que tu tiens particulièrement ? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment créer avant de prendre le départ ? Pas tout de suite, hein, mais Non, j'ai encore quelques années à faire et je souhaite d'ailleurs, je suis très content de pouvoir pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice et justement sans transition et avec une bonne connexion de contenu. Oui, la Travi en fait se trouve au sein donc d'un quartier Anderlecht qui est un quartier qui va sans doute fortement évoluer en termes d'immobilier, d'habitat. On attend donc d'avoir la vision du permis du PPAS comme on dit techniquement, c'est-à-dire l'aménagement du sol et qui va pouvoir définir dans quel cadre on va pouvoir faire évoluer l'ensemble du quartier. Et donc il est probable qu'on ait une vision immobilière future sur notre site, mais avec vraiment un bâtiment en complète évolution ou carrément nouveau, parce qu'on doit aussi s'inscrire malgré tout dans une vision de meilleure organisation du travail pour encore mieux faire nos métiers demain. On est dans un bâtiment qui est pas mal, mais qui est quand même ancien. Et en termes aussi de vision écologique, évidemment, on doit intégrer ça pour la suite. Donc là, c'est le projet, on va dire, majeur pour la vision de Travi à 20-25 ans. Après, pour le reste, sur l'activité... Donc 2, ça c'est le point immobilier. 2, c'est ce dont on a parlé concernant nos rôles et notre manière d'être subsidié. 3, sur la partie plus commerciale activité, je vois que
c'est compliqué en fait d'avoir une vision à long terme du travail qu'on peut faire, parce que voilà, on a des clients qui sont très fidèles, d'autres qui viennent et puis qui repartent, c'est normal. Et donc là, se dire qu'on va asseoir une vision d'activité de travail sur les 10 prochaines années, c'est très compliqué. Et ça, j'ai appris à l'intégrer. Donc les équipes me l'avaient dit quand je suis arrivé, et c'est la réalité. On ne peut pas dire voilà, que notre activité dans 3-4 mois va être de X% de ceci, Y% de cela. Non, on s'adapte continuellement. Ouais. Super. On vous souhaite tout le succès pour ces projets à venir. Et on arrive ici presque à la fin du podcast avec une dernière question pour les auditeurs, les auditrices qui sont en train de nous écouter et qui ont envie de se lancer dans le secteur de l'économie sociale, peut-être dans une ETA, entreprise de travail adapté, qui y pensent ou peut-être se sont déjà lancés. Quel serait le grand message principal ou peut-être un conseil que tu aurais envie de faire passer ? Alors, je pense qu'il faut... Alors, l'économie sociale, c'est large. Hein. Je veux dire, voilà, on a d'autres de mes collègues ici qui travaillent dans tout autre secteur. Donc, c'est d'abord de s'intéresser à l'économie sociale et bien comprendre ce qu'elle peut contenir, parce que vraiment, tel et tel type de fonction, telle entreprise sont vraiment très différentes. L'entreprise de travail adapté, ETA, est très spécifique aussi dans ce milieu-là. C'est un mix de social, mais aussi, comme on l'a expliqué, de gestion. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est de pouvoir combiner les deux. Et après, surtout ne pas hésiter à les visiter aussi, parce que je pense qu'on a parfois des visions un peu extérieures. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, voilà, il faut que les gens viennent sur site pour bien comprendre tout ce dont on est capable. Donc, bien comprendre ce que veut dire tel ou tel type de poste ou de métier. Et puis après, la phrase classique, foncer. Vraiment, c'est hyper gratifiant, valorisant. Et je pense malgré tout aussi que dans le monde dans lequel on vit, avoir un métier qui apporte plus que voilà, une contribution peut-être intellectuelle, c'est vraiment extrêmement valorisant. Et je le dis avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Voilà, le matin, je me lève avec un sourire, moi aussi, parce que je sais que je vais en avoir un retour quotidiennement, vraiment. Ouais, super. Merci beaucoup, Jean Wouters. Merci beaucoup. Ceci clôture cet épisode de podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de partager aussi ton expérience par rapport à l'économie sociale, à tout ce qu'il est possible de faire, de mettre en place, à démystifier aussi certaines choses, certaines croyances. Merci à vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez. Si vous aussi, vous envisagez de donner un nouveau souffle à votre carrière ou peut-être que vous avez une idée d'entreprise sociale qui sommeille en vous, eh bien rendez-vous sur economiesociale.be/entrepreneuriat. Et pour rappel, ici c'est le podcast Switch ES. C'est un projet porté par les acteurs de l'économie sociale avec le soutien de la région Wallonne. Merci beaucoup encore Jean pour la participation et à bientôt. Merci.